Euh, voilà, attendez, je dois dire que j'ai compris que c'est enregistré. Euh, Juste un petit détail pratique. Rami ne parle pas français, il parle arabe et anglais et peut-être d'autres langues que je ne sais pas. Et Céline, étant française, parle français, mais pour des raisons techniques et de facilité, elle va aussi s'exprimer en anglais. Mais si vous avez l'occasion de vous exprimer en français, elle vous comprendra entièrement. Et de toute façon, il y a la traduction. Donc voilà, comme Gypso l'a dit, moi je m'appelle Olivia, je suis chargée de campagne chez Amnesty International Belgique francophone. Je travaille sur les questions de liberté d'expression. Du coup, c'est moi qui me suis occupée de la campagne pour la libération de Rami Chat en Belgique pour Amnesty Belgique francophone. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai reçu un mail qui demandait qui était prêt à prendre part à une campagne pour la libération d'un certain Rami Chat, que je ne connaissais pas à l'époque. Et cette campagne avait la particularité d'être menée par sa femme, Céline Lebrun. Et donc, je me rappelle de la première réunion que j'ai eue avec Céline où elle a présenté la situation et le cas comme si c'était n'importe quel prisonnier d'opinion à faire libérer. Et elle a terminé sa présentation en disant « Et il s'avère que Rami Chat, c'est aussi mon mari ». Et je me rappelle avoir été instantanément impressionnée par cette capacité et cette force et cette conviction qu'elle dégageait à faire libérer quelqu'un qui lui est pourtant si proche. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour qu'elle soit accompagnée, soutenue et qu'elle surtout elle puisse retrouver son mari. Alors, Rami Shah, c'est qui? Normalement, si vous êtes là, vous le savez déjà un peu, mais en bref, Rami, c'est un militant égypto-palestinien. Il fait campagne pacifiquement pour amener Israël à rendre des comptes pour les violations des droits humains et autres violations du droit international. Il sensibilise le public aux droits des Palestiniens et des Palestiniennes et dénonce dans les médias l'occupation israélienne. Par son action, Rami veut aussi réaffirmer le droit des Égyptiens et des Égyptiennes de pouvoir s'exprimer librement et de participer aux affaires publiques sans craindre la répression des autorités. Et donc, les autorités égyptiennes harcelaient Rami depuis de nombreuses années en raison de son identité palestinienne et surtout de son militantisme politique. Et donc, le 5 juillet 2019, Rami a été arrêté chez lui au Caire par la police de manière assez violente. Et sa femme Céline a, quant à elle, été expulsée d'Égypte, où elle vivait avec Rami depuis plusieurs années, et elle a dû retourner en France. Donc, vite quelques chiffres, Rami a passé plus de 900 jours en prison. Sa détention provisoire, j'insiste sur le mot provisoire parce que ça a duré plus de 2 ans en fait. Et donc, Rami n'a jamais eu de procès. Cette détention provisoire a été renouvelée une vingtaine de fois. La campagne qui a été menée par sa femme Céline pour sa libération a récolté plus de 100 000 signatures à travers le monde, dont 14 000 en Belgique, ce qui est un nombre assez important. Et on s'est d'ailleurs réunis devant l'ambassade égyptienne le 23 juin 2021 à l'occasion des 50 ans de Rami. Et fait assez rare pour être souligné, un représentant de l'ambassade a pris nos signatures. Et j'ai été plusieurs fois devant l'ambassade égyptienne depuis que je suis chez Amnesty et c'est la seule fois où c'est arrivé. Et vous avez l'occasion d'admirer une jolie photo de cette mobilisation derrière moi. C'était un moment assez fort. Donc voilà, c'est une histoire qui finit bien car le 8 janvier dernier, Rami était de retour à Paris auprès de Céline et de ses proches. Il n'y a pas de mots assez grands pour exprimer le soulagement et le bonheur qu'on a tous ressenti à ce moment-là. Et voilà, ça me fait encore bizarre de les voir tous les deux derrière un écran alors que j'ai eu l'habitude de voir Céline plusieurs fois toute seule. Donc voilà, je suis hyper heureuse de les avoir ici aujourd'hui et qu'ils puissent vous partager un peu leur expérience là-dessus. Du coup, on va commencer par poser les questions à Rami. Du coup, Rami, vous avez été arrêté en juillet 2019. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi vous avez été arrêté et est-ce que surtout vous y attendiez en fait? Je crois qu'il faut ouvrir le micro. On a... And okay. Okay. Hi everybody. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui
Je suis ravie d'être libre. Je suis ravie de pouvoir voir les gens qui ont contribué à ma libération, fort de leur soutien, fort de leur travail. Merci à toutes et à tous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oui, j'ai été détenue en juillet en 2019. Je suis militant. Je suis défenseur des droits humains depuis 30 ans. Oui, sous le régime de Moubarak, sous l'ancien régime de Moubarak, j'ai été harcelée. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les autorités égyptiennes qui n'aimaient pas le fait que je voulais exercer mon droit à la liberté d'expression. J'étais contre les politiques économiques et sociales. Pendant 30 ans, les autorités m'ont harcelée. Elles ont provoqué beaucoup de problèmes au niveau de mon travail. À plusieurs reprises, j'ai été détenue, mais souvent, ces périodes de détention étaient très brèves. J'ai été détenue pendant quelques heures à plusieurs reprises, mais depuis l'année 2011, depuis la grande révolution en Égypte, à laquelle j'ai pu contribuer, tout a changé. J'ai contribué à ce mouvement pour changer le paysage politique du pays. Nous avons appelé à plus de justice, nous avons appelé à la démocratie, mais en 2013, un coup d'État militaire a eu lieu. Le régime a été renversé et le nouveau régime était très autoritaire. C'était un régime de dictature. C'était comme le régime de Moubarak, en fait. Et depuis l'année 2013, l'Égypte, ou plutôt la situation en Égypte, s'est aggravée. Le régime était même pire que celui de Moubarak. Mais je n'ai pas pour autant cessé de mener mes campagnes. J'ai tenté de rallier les gens, j'ai tenté d'insister sur l'importance de la liberté d'expression et sur l'importance de la démocratie. Nous avons organisé une grande manifestation. On a vu plusieurs massacres. Par exemple, 15 000 citoyens ont été tués lors d'une manifestation. Beaucoup de gens ont été attaqués. C'était atroce. On a vu des massacres atroces et nous avons refusé de nous taire. Mais j'ai tenté d'établir un parti politique, le parti Al-Détour. Je voulais créer un nouveau récit, un récit politique pour contrer le mouvement politique à l'époque, pour contrer le régime politique. Et puis, j'ai établi le mouvement BDS en Égypte. Donc oui, le gouvernement égyptien me déteste. Le gouvernement égyptien déteste tous ceux qui s'opposent au régime, tous ceux qui exercent leur droit à la liberté d'expression. Et au cours des 7 ou 8 dernières années, le régime a détenu tous ceux qui ont refusé de se taire. Et oui, je m'attendais à cette détention, car depuis l'année 2013, entre l'année 2013 et l'année 2019, j'avais l'impression que je ne serais pas détenue parce que j'étais assez célèbre et je me disais que les autorités craignaient les répercussions possibles d'une telle détention. Et puis Trump est arrivé au pouvoir. Trump a donné à ces dictateurs une véritable marge de manœuvre pour qu'ils puissent faire ce qu'ils voulaient. Donc, entre l'année 2013 et l'année 2019, le nombre de détenus égyptiens a été multiplié par 3. Donc, le nombre de détenus égyptiens a triplé. Beaucoup d'opposants, beaucoup de dirigeants de plusieurs partis politiques ont été détenus. Donc, le régime a détenu tous ceux qui s'y opposaient. Oui, voilà, je suis militant et je continuerai d'exercer mon travail de plaidoyer, même en prison. Je défendais les droits des détenus et depuis ma libération, j'ai décidé de tenter de mettre fin à cette crise que traversent les détenus en Égypte. Merci. Sorry. Désolée. Donc, je disais, donc du coup, voilà, vous avez passé un peu plus de 2 ans en prison. Comment
comment ça s'est passé pour vous ces 2 ans en prison? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Et surtout, est-ce que vous étiez au courant de toute la mobilisation qu'il y avait autour de votre cas et pour votre libération? Okay. Yeah, I spent the 2.5 years. I mean, first. Alors oui, j'ai passé 2 ans dans cette prison. Lorsque j'étais détenue, des dizaines de soldats ont pris notre maison d'assaut. C'était une tactique d'effroi qu'on voit très souvent. Ces policiers voulaient me faire peur. C'est ce qui arrive très souvent. Souvent, les policiers essaient de faire peur aux gens, ils essaient de faire peur aux militants. Les policiers savaient où je vivais. Ils auraient pu me détenir à n'importe quelle heure de la journée, mais ils ont pris ma maison d'assaut. Ma femme a été expulsée. Et puis, j'étais placée en disparition forcée, dans un endroit de disparition forcée. Donc, les gens ne savaient pas où j'étais. Mes proches ne savaient pas où j'étais. J'étais menottée au mur. J'avais un bandeau sur les yeux. Et j'ai passé plusieurs jours comme ça. Ils m'ont fait ça une autre fois vers la fin de ma détention provisoire. Donc, j'ai été menottée au mur une deuxième fois. J'avais un bandeau sur les yeux, etc. C'était un endroit inhumain. C'était un traitement inhumain. J'étais dans une cellule de 33 km². Donc, c'était très petite, cette cellule. On était entre 18 et 32 prisonniers dans cette cellule. Donc, cette cellule était de 23 m². Il n'y avait pas d'espace pour tous les détenus. Nous ne pouvions pas tous dormir. Beaucoup de personnes ont dû faire des tours pour dormir. On ne pouvait pas tous dormir en même temps. Nous dormions sur le plancher. Nous avions une couverture, une seule couverture. C'était une cellule très délabrée. Il y avait des briques, du sable partout. Souvent, les briques nous tombaient dessus. Il y avait beaucoup d'insectes. Il y avait une petite salle de bain. C'était très petite. Il y avait un trou et puis une douche froide au-dessus. C'était horrible. Et c'est dans cette salle de bain que nous devions nous laver. C'est dans cette salle de bain que nous devions préparer notre nourriture, etc. Donc, il n'y avait qu'une salle de bain pour toutes ces personnes. Il n'y avait pas d'accès aux soins sanitaires, il n'y avait pas d'accès aux soins médicaux. Il n'y avait pas de masque, par exemple, pendant la pandémie. Nous n'avons pas eu accès au vaccin. 8 personnes sont mortes en raison de la pandémie. Et si j'avais osé dire que ces personnes sont mortes à cause du COVID, j'aurais été détenue, car apparemment, cela aurait été un mensonge, entre guillemets. Ces gens sont morts pendant la pandémie, ils avaient des symptômes du COVID. Mais apparemment, si j'avais dit cela aurait été un mensonge, entre guillemets. J'ai osé dire aux gens par exemple, que certains prisonniers mouraient du COVID. Mais non, on m'a dit que ce n'était pas le cas. Et on a refusé de tester les gens. Il n'y avait pas de soins médicaux. Souvent, lorsque les gens commettaient de petites erreurs, on les amenait dans un petit espace avec une fenêtre infime. Ces gens étaient isolés pendant des heures. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de lumière. Les gens avaient un seau. Ils avaient une bouteille d'eau seulement. Et les gens étaient souvent comme ça pendant 2 semaines. Par exemple, j'avais un ami qui est mort dans cet état d'isolement. Il ne pouvait pas supporter un tel traitement pendant 2 semaines. Donc, il est mort, malheureusement, en raison de ce traitement inhumain. J'ai vu des gens frappés. J'ai entendu des menaces. J'ai eu de la chance.
Heureusement, je n'ai pas été torturée. J'ai été menottée au mur. J'avais un bandeau sur les yeux, mais je n'ai pas été torturée. Mais j'ai vu des policiers torturer d'autres prisonniers. J'ai entendu parler des chocs électriques. Par exemple, il avait souvent des séances de torture tous les soirs, entre 8 heures du soir et 9 heures du matin. Malheureusement, ces séances de torture ont toujours lieu dans ces prisons. Oui, c'était très difficile, c'était un traitement inhumain, c'était illégal et c'était dans le plus grand secret. Chaque fois que j'envoyais une lettre à ma femme, les officiers censuraient mes lettres. Céline a quelques lettres qui ont été censurées, par exemple. Et ces policiers censuraient les parties dans lesquelles je parlais des conditions de cet emprisonnement. Les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas que le monde sache comment ces prisonniers sont traités. Ils ne veulent pas que le monde sache que ce traitement est complètement inhumain. Donc, j'avais besoin de beaucoup de zèle et de beaucoup de courage pour dire aux gens ce que je traversais, ce que je vivais dans cette prison. Et oui, j'étais au courant des manifestations, j'étais au courant de ces mobilisations. Je savais que ma femme faisait de son mieux pour me libérer, mais l'accès aux actualités était très limité. Lorsque un député prononçait un discours, lorsque le président Macron mentionnait mon nom dans une conférence de presse, j'en entendais parler. Mais par exemple, lorsque mon épouse et ma sœur me rendaient visite, elles me donnaient des lettres qui avaient été écrites par des militants d'Amnesty, par d'autres personnes, par des ONG notamment. Et je me sentais rassurée. Chaque fois que je recevais une lettre, je me sentais rassurée, car je savais que les gens voulaient que je sois libérée, et cela me donnait beaucoup d'espoir. Votre soutien m'a donné un sentiment de sécurité. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas été torturée, à l'inverse d'autres prisonniers, car j'étais sous le feu de l'actualité. Et heureusement, le gouvernement égyptien m'a remis en liberté. Donc, cette campagne a mis fin à cette misère, à cette injustice. J'ai passé 2 ans et demi en prison, mais mon cas n'a pas été porté devant un tribunal. Un document a été publié et cela a suffi pour me renfermer. Merci. Du coup, de votre point de vue, comment elle a, enfin, vous en avez déjà un peu parlé au début, mais comment est globalement la situation des droits humains en Égypte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'espoir parce qu'on sait qu'elle est vraiment terrible? Et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire parce que vous êtes sortis, mais il y a encore beaucoup des milliers de prisonniers d'opinion, et vous l'avez dit, pour qui vous allez continuer à vous battre. Et qu'est-ce qu'on peut nous continuer à faire pour les prisonniers d'opinion en Égypte et pour la situation des droits humains en Égypte? Yes, human rights situation in Egypt is very Oui, bad. alors la situation est très inquiétante en Égypte. La situation concernant les droits humains est très inquiétante. Il y a souvent des détentions, souvent des militants, des hommes et des femmes politiques sont détenus. Il y a 60 000 détenus politiques. Il y a 60 000 prisonniers d'opinion. Souvent, des ONG sont attaquées, souvent, des personnes sont frappées dans la rue, souvent, l'argent de ces ONG est confisqué, ces personnes sont souvent menacées. Les partis politiques ne peuvent même pas organiser un événement interne car ils s'inquiètent de la détention de certaines personnes. Ils craignent que l'un de leurs membres ne soit détenu. Et je connais beaucoup de personnes qui ont été détenues. Pourquoi? Parce que un policier a confisqué leur porte-monnaie, leur téléphone. Souvent, les policiers trouvaient une publication sur les réseaux sociaux ou un like sur les réseaux sociaux et cela suffisait souvent pour détenir quelqu'un. Oui, la situation est très inquiétante en Égypte, mais malheureusement, on veut
On veut cacher tout ceci au reste du monde. Et malheureusement, les gouvernements européens et les gouvernements des pays occidentaux ont une attitude à court terme. C'est une attitude à court terme. Ces gouvernements veulent souvent signer des contrats avec le gouvernement égyptien. C'est inhumain, mais cela mène parfois à des problèmes sécuritaires en Europe. On pourrait parler de l'extrémisme, on pourrait parler du manque de sécurité à long terme. Oui, nous devons élever nos voix. C'est la seule manière de faire face, de tenir tête à ces dictatures. Ces dictatures ne veulent pas que les gens parlent de ce traitement inhumain. Ce gouvernement n'aime pas que les manifestations aient lieu, comme celle qui a eu lieu à Bruxelles. Ce gouvernement ne veut pas que des militants fassent pression sur les autorités en pouvoir. Donc oui, nous devons faire plus, nous devons faire davantage et les gouvernements européens doivent faire plus. Ce sont nos alliés et nous avons le devoir de faire pression sur le gouvernement égyptien. Mais il faut conditionner l'aide au gouvernement à une amélioration de la situation concernant les droits humains. Vous faites un travail magnifique, merci beaucoup. Mais oui, je vous exhorte à faire plus. Nous avons besoin de plus de campagnes. Il faut mettre fin à ce cercle vicieux. Les campagnes individuelles ajoutent un aspect humain à ceux qui sont détenus. Mais les campagnes individuelles ne suffisent pas et ne suffiront pas pour mettre fin à la tristesse, au désespoir de ces 60 000 détenus. Le gouvernement est en train de construire plus de prisons. Le gouvernement détient de plus en plus de personnes. Donc, nous devons tirer parti de ces campagnes individuelles pour dévoiler le côté inhumain de ce traitement, le côté inhumain de la situation. Nous devons élever nos voix, nous devons proclamer aux gens ce qui se passe et nous devons faire pression sur le gouvernement. De nouveau en mute. Merci beaucoup, Rami, pour votre témoignage. Maintenant, on va passer à 2-3 questions pour Céline. Du coup, Céline, lorsque Rami a été arrêté chez vous à votre domicile au Caire, vous avez été expulsée d'Égypte et avez dû rentrer en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutiez, sachant que Rami est un militant et que vous vous êtes d'ailleurs rencontré dans un contexte militant et que vous êtes aussi vous-même une défenseur des droits humains. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutiez? Est-ce que vous vous attendiez aussi à être expulsé de manière aussi violente d'un pays dans lequel vous viviez depuis plusieurs années? Of course, we were not expecting it at that. Alors, je ne m'y attendais pas à ce moment-là. Si nous nous y étions attendus, nous n'aurions pas été chez nous. Mais en 2016, Ginny was killed. I was myself a researcher in Cairo, and believe me, I was not feeling comfortable at all. And we've seen and we saw this winter and many winters, whenever the anniversary of the 25th of January was coming, they would round up people and arrest many of our friends who had participated in the revolution just out of fear that somehow people might go down the street again. And so we saw many of our friends being jailed, and already like in 2016, I remember long nights when we were waiting for them, thinking, well, they're arresting all of our friends. So, I mean, it would only make sense that they would come to us next. But they didn't come. And so, you know, when you're waiting for something to happen and it doesn't happen, you start to think that, well, maybe you're the lucky ones, you know. Mais rien ne s'est passé. Et je me disais, alors, nous avons de la chance. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et la nuit du 4 au 5 juillet, je suis revenue chez moi après une soirée et le bâtiment était encerclé de fourgons de police. Les policiers étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient cagoulés. Et je me suis dit, OK, ils sont venus pour Rami. C'était le moment que je craignais.
Et oui, ce moment est devenu une réalité. Mon cauchemar est devenu une réalité. Et beaucoup de pensées se bousculaient dans ma tête. Je savais que beaucoup de mes amis avaient été détenus. J'avais entendu beaucoup d'histoires cauchemardesques. Je suis chercheuse, donc j'ai rédigé beaucoup de rapports sur ces détentions. Et je me suis dit à ce moment-là, alors qu'est-ce qui va se passer? La détention n'est que le début. Il y a beaucoup de scénarios possibles. J'avais peur qu'il ne soit arrêté. J'avais peur de ne pas le voir pendant des mois, pendant des années. Pendant 36 heures, Rami était en état de disparition forcée. Les policiers ont refusé de me dire où il était. C'était le moment le plus difficile. Surtout que vous avez été immédiatement expulsé et dû retourner en France. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous attendiez à être expulsé carrément ou vous pensiez que vous pourriez rester au Caire pour être justement dans la même ville que Rami et pouvoir agir depuis là? So I was deported immediately. I mean, the same night when I asked. There's something wrong. J'ai été Okay. Okay. So that night, so when they came and started searching, lorsque les policiers sont venus, ils ont passé notre logement à sac, ils ont mis à sac notre logement. J'ai demandé le droit de téléphoner à mon consulat en tant que citoyenne française. J'avais le droit à une assistance consulaire et la réponse des autorités a été: si vous voulez appeler votre consulat, eh bien, vous avez 10 minutes pour faire vos bagages et nous vous emmenons à l'aéroport. Et si vous refusez, eh bien, nous vous emmenons à l'aéroport. Et Rami n'avait pas encore été arrêté. La police était seulement en train de fouiller notre logement. Et j'ai voulu aller dire au revoir à Rami. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Rami était également arrêté. On m'a mis dans une camionnette. Pendant 7 heures, j'ai été séquestrée à l'aéroport dans une pièce où je n'avais pas la possibilité de contacter qui que ce soit. Et ensuite, on m'a mise dans un avion. Et le lendemain, je suis arrivée à Paris l'après-midi. À ce moment-là, j'ai pu appeler la famille en Égypte. Et on m'a dit que la famille m'a dit qu'on n'avait aucune idée de où se trouvait Rami. Le commissariat affirmait ne pas savoir où il était. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, en fin de journée, Rami a subi un interrogatoire, le seul interrogatoire qu'il ait subi pendant ces 2 ans et demi de détention, en détention provisoire. Mais il n'y avait pas d'enquête, c'était normalement en attente de l'enquête, mais il n'y avait aucune enquête en cours. Et donc, il a eu cet interrogatoire sans la présence d'un avocat et sans avoir pu contacter sa famille. Mon expulsion, pour répondre à votre question, mon expulsion, en fait, ça a été déclenché par le fait que j'ai demandé à contacter mon consulat. C'était vraiment une manière de me dire, mais on n'a rien à faire que vous soyez française. Ça a été très difficile de trouver ma place en France. J'étais à des milliers de kilomètres de Rami. Heureusement, sa fille et ses sœurs étaient sur place pour s'occuper de lui, pour aller lui apporter en prison ce dont il avait besoin. Et puis, j'ai lancé cette campagne. Je n'aurais pas pu faire cette campagne comme je l'ai faite si je m'étais trouvée en Égypte. Donc peut-être que finalement cela m'a donné ma liberté de mouvement, d'expression et une certaine protection
dont je n'aurais pas pu jouir en Égypte. Et il y a des dizaines de milliers de prisonniers aujourd'hui encore en Égypte et leurs familles sont en danger. Donc ces personnes ne peuvent pas s'exprimer pour ne pas mettre en danger leur famille. Et ils sont nombreux à avoir choisi le silence et la prison pour protéger leur famille. C'est une situation tragique. On peut tout à fait imaginer, enfin en état de choc, on imagine combien de temps ça a mis pour pouvoir mettre en marche cette incroyable mobilisation que vous avez menée, cette campagne. Et qu'est-ce qui a... Voilà, comment ça s'est passé le début de la campagne? Vous vous êtes retrouvés, qui vous avez appelé, comment vous avez fait? Parce que je peux en témoigner, c'est assez incroyable ce que Céline a fait presque toute seule. Well, I remember. So for the first 6 weeks, we didn't communicate at all. Pendant les 6 premières semaines, nous n'avons eu aucune communication. La famille de Rami a essayé la voie de la diplomatie privée pour essayer de résoudre le problème sans avoir à lancer une campagne publique. Moi, j'étais convaincue que ça n'allait pas fonctionner, mais enfin, soit, il fallait bien essayer et cela fait partie du processus. C'est à la famille que revient cette décision et ce n'est pas une décision facile à prendre. Nous avons mis donc 6 semaines. Entre-temps, moi, j'avais discuté avec des ONG. Je commençais à me préparer psychologiquement à cette longue lutte qui s'annonçait. Je me rappelle une longue conversation téléphonique pour identifier les différentes étapes et les gens me disaient soyez consciente du fait que ça peut durer longtemps, ça peut durer 2 ans. Et moi, je me disais, mais impossible, Rami ne va pas rester en prison pendant 2 ans, c'est complètement impossible. Et mon attitude, c'était, mais non, il faut qu'il soit libéré demain. Mais c'est cette attitude qui a été mon moteur pendant ces 2 ans. Je me battais en permanence comme s'il allait être libéré le lendemain. Et j'ai aussi essayé de construire une campagne qui puisse justement s'inscrire dans la durée. Donc, se battre de toutes ses forces comme si la libération était pour demain, mais en même temps établir une structure qui puisse tenir dans la durée. Je suis vraiment allée frapper à toutes les portes. J'ai essayé auprès des États-Unis, je me suis rendue auprès de membres du Congrès, je suis allée au Parlement européen. J'ai écrit, j'ai demandé à toutes les personnes dont on m'avait dit que peut-être elles pourraient m'aider. Le Conseil des droits humains aussi. Mais ce qui était important, c'était d'avoir une stratégie claire. Et ce qui a finalement mené les autorités égyptiennes à le libérer, c'était la pression publique internationale, en particulier de la part de la France et des États-Unis, qui sont pour le moment les meilleurs alliés de l'Égypte. Et donc, s'organiser avec des législateurs, mettre en place une campagne qui soit à haut niveau et également très populaire, soutenue par la masse. Nous avons organisé donc des pétitions, des rallyes l'été dernier en juin. C'était l'apogée de notre travail. Le but était de montrer une puissance en croissance. Chaque action, chaque événement faisait venir plus de monde, de plus en plus de monde. Et les Égyptiens s'attendaient à ce qu'avec le temps, les gens se lassent et que les choses se tassent. Ils pensaient qu'on allait passer à autre chose. Et c'était important de leur montrer que non, nous sommes là, nous n'allons pas déguerpir et il ne suffit pas d'attendre que ça passe.
Nous étions déterminés. Et juste après ce rallye, alors ce même jour, il y avait des rallyes un peu partout dans le monde organisés à la même date. Et à ce moment-là, les Égyptiens ont envoyé pour la première fois un médiateur informel pour commencer des négociations pour la libération de Rami. Des négociations qui étaient très longues, plus de 6 mois, mais in fine, il a été libéré. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Surtout grâce à toi. Thank you. Du coup, est-ce que, comme tu l'as expliqué, vous avez vraiment construit une campagne avec de plus en plus. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que nous, en tant qu'Amnesty Belgique francophone, on s'est impliqué dans la campagne. Je pense que ça faisait déjà plus d'1 an que Rami était en prison. Et est-ce que de sentir tout ce soutien qui a grandi et toute cette communauté que vous avez construit autour du cas de Rami, c'est ce qui vous a permis de tenir pendant cette séparation? Parce que moi, c'est ça qui m'a très fort aussi impressionnée, c'est que c'était j'avais l'impression de voir une collègue qui se battait pour un prisonnier d'opinion, alors que en fait, c'était aussi votre mari, et c'est incroyable cette force. Et est-ce que du coup, toute la mobilisation que vous avez construite était aussi pour vous permettre de tenir et d'éventuellement voir le bout? I mean, of course, I think, just focusing on my promised freedom in that sense. Bien sûr, j'étais très concentrée, j'étais focalisée sur la libération de Rami. Donc, à cet égard, c'était comme une campagne professionnelle. La libération de Rami, c'était mon objectif stratégique. J'y pensais tous les jours, en me levant le matin, en allant me coucher le soir. Donc, bien sûr, ça m'a porté. Et cela m'a donné l'impression de retrouver un certain pouvoir, parce que sinon c'est très facile de se sentir impuissant et de désespérer et ne pas sortir de son lit. Et donc ça m'a permis de redevenir sujet plutôt qu'objet. Et lorsque j'ai vu toutes ces personnes qui participaient à ces rallyes, c'était très touchant. Et si j'avais été seule, je pense que je n'aurais pas réussi à traverser cette épreuve. Et c'était vraiment très touchant de voir le soutien dont j'ai bénéficié via cette campagne. Par exemple, pour des moments symboliques comme l'anniversaire de Rami, j'ai pu aller avec Amnesty à l'ambassade d'Égypte. Nous avons apporté un gâteau et des ballons. Nous étions soutenus par des amis et la famille. Donc ça, c'était vraiment un moment important. Nous avons reçu des dizaines de lettres de personnes nous disant nous vous soutenons, nous ne vous oublions pas. Des messages pour Rami, mais également pour moi. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a soutenue au quotidien pour continuer à me battre. Et au-delà de la campagne pour Rami, nous étions en train de construire un véritable mouvement pour la libération des prisonniers d'opinion. Merci. Maintenant, peut-être pour conclure, avant de passer aux questions des personnes présentes, et une question pour vous deux à laquelle vous pouvez répondre séparément, ensemble, comme vous voulez. Comment est-ce que vous voyez l'avenir maintenant en tant que personne libre? Well, okay. Well, it's been 8 weeks since. Ça fait 8 semaines que je suis sortie de prison, que je suis sortie de ce donjon souterrain. Et donc, je suis encore en train de me remettre. Bien sûr, je suis aussi sortie avec une volonté de recommencer la lutte. Ce qui est certain, c'est que nous sommes ensemble, nous formons un couple qui est fort, qui est solide, avec tout notre amour et les différentes compétences qui sont les nôtres. Et
Donc, je pense que nous envisageons l'avenir ensemble. Nous allons continuer notre activité de plaidoyer pour les détenus politiques en Égypte et nous allons continuer à lutter pour une amélioration de la situation en matière de droits humains. Et à l'échelle plus globale, je pense que le Moyen-Orient est vraiment impacté par la dualité de l'occupation israélienne et les dictatures. Ce sont des éléments qui se renforcent mutuellement. Donc, je pense qu'il faut envisager le contexte global. Nous allons bientôt nous rendre en Italie. Nous allons rencontrer des législateurs, la famille de Azaki notamment, et ses amis d'université. J'essaie de sensibiliser les gens en Italie après les États-Unis et Berlin. Donc, j'utilise ce qui est à ma portée pour informer les gens sur ce qui se passe en Égypte et pour que ça ne puisse plus être le cas. Et on va essayer aussi de prendre un peu de vacances. Well, Je pense que vous les méritez. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup pour votre présence aussi, parce que je tiens quand même à souligner que depuis que Rami est sorti de prison, moi, je ne pensais pas pouvoir les voir ou les entendre avant quelques semaines. Immédiatement, ils ont été là. 3 semaines après, ils étaient à Bruxelles pour rencontrer des députés européens, pour venir nous rendre visite, pour rencontrer les autres ONG. Ils sont revenus 2 semaines après pour une manifestation qu'on a organisée à l'occasion de la venue du président égyptien à Bruxelles, parce qu'il y avait un sommet Union africaine, Union européenne. On a donc fait une mobilisation derrière le Palais Royal, car le président égyptien rencontrait le roi Philippe. Ils sont venus apporter leur témoignage, soutenir d'autres Égyptiens, Souheila Yildiz, qui est la compagne d'un autre cas qu'on défend, Ahmed Samir Santawi. Donc, je tiens évidemment encore à les remercier pour leur engagement qui n'a pas du tout faibli malgré la terrible épreuve qu'ils viennent de traverser. Donc, maintenant, je vais repasser la parole à Gypso qui va transmettre les questions des personnes présentes. Merci encore. Voilà. thank you. Yes. Un grand merci. Donc maintenant, c'est le moment de poser vos questions. Il y a 2 moyens pour poser les questions. Ou bien vous allez dans discuter en bas de votre écran et vous écrivez votre question. Il y en a déjà quelques-unes dans le chat que Antoine va pouvoir relayer. Ou vous allez dans réaction en bas de l'écran aussi et vous levez la main et alors vous pourrez poser votre question oralement. Donc je laisse la parole à Antoine pour les quelques questions qu'on a déjà dans le chat. Merci Gypso. Alors oui, alors je voudrais relayer une première question de Bernard. Il demande, avez-vous eu le sentiment d'avoir été aidé à un moment par le gouvernement français ou au contraire que vous et d'autres les dérangiez lors d'éventuelles négociations pour des armes et des avions entre la France et l'Égypte? Donc, est-ce que votre situation embarrassait le gouvernement français ou dans quelle mesure a-t-il pu vous aider? Okay, if I would start with that one, definitely it starts with. Merci pour la question. Oui, tout a commencé par la campagne menée par ma femme. Et merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour le soutien que vous nous avez apporté. Donc, tout a commencé par la campagne de ma femme, par le soutien des autres ONG. Et ces ONG ont fait pression sur le gouvernement français. Le gouvernement français n'a pas agi parce qu'il voulait agir. C'était la pression qui a poussé le gouvernement français à agir. C'était votre aide, votre soutien qui a poussé le gouvernement français à agir. Et oui, il a agi. Le gouvernement français a participé aux négociations. Et le gouvernement égyptien ne voulait pas que les gens sachent que le gouvernement français était impliqué. C'est la raison pour laquelle on a tenté de m'expulser vers la Jordanie. Le gouvernement égyptien, ne voulait pas que je vienne à Paris. Il ne voulait pas louer
les Français, le gouvernement français. Donc, le gouvernement égyptien ne voulait pas que les gens sachent que le gouvernement français était impliqué, que le gouvernement français faisait pression sur le régime. Donc oui, c'est la campagne menée par ma femme qui a poussé le gouvernement français à agir et cela a mené directement à ma libération. Merci. Merci. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Ici, dans le chat, il y a une autre question de Marivonne qui demande s'il y a encore en Égypte des ONG de défense des droits humains qui peuvent travailler sans être poursuivis pour terrorisme. Dans quelle mesure est-il encore possible de défendre les droits humains directement depuis l'Égypte? Absolutely not. Everybody, every NGOs, Non. every... Toutes les ONG, tous les défenseurs des droits humains ont peur. Ces défenseurs sont à risque, mais ils sont peu nombreux. Je connais 3 ou 4 ONG, par exemple, qui font des efforts dans le pays, mais ces ONG sont peu nombreuses. Souvent, elles s'auto-censurent. Mais parfois, ces ONG apportent du soutien aux prisonniers, aux détenus. Parfois, elles nous donnent des statistiques pour que nous sachions combien de personnes sont en prison. Par exemple, cette semaine, en raison de la guerre en Ukraine, le gouvernement égyptien en a tiré parti. Le gouvernement égyptien a commencé à exécuter des prisonniers. Nous connaissons 7 personnes qui ont été exécutées. Pardon, nous connaissons 4 des 7 personnes qui ont été exécutées. Ces prisonniers étaient là avec moi dans la même prison. Mais sans l'implication de ces ONG, nous n'aurions pas su que ces personnes avaient été exécutées. Donc, malheureusement, il y a très peu d'ONG, il y a très peu de militants, mais il y a toujours beaucoup d'harcèlement. Merci. J'ai une main levée de Dominique Warroquier. Donc, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. En français, c'est possible? Merci, Rami et Céline. Est-ce que dans les prisons, il y a encore des journalistes? Parce que quand il y avait la Gaza Freedom March, etc., on a vu, quand c'était Moubarak, que les journalistes étaient très menacés. Et tout le monde, en fait, hein, c'était Moubarak. Et que si j'ai eu l'impression que c'était encore pire que Moubarak. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il y a encore des journalistes et une presse possible? Voilà, les réseaux sociaux. Yes, unfortunately. Oui, malheureusement, l'Égypte a une loi qui va à l'encontre de la Constitution, mais il y a une loi qui stipule que si on ne travaille pas à temps plein pour un média, on ne peut pas être journaliste. On ne peut pas avoir le soutien d'un syndicat. Donc, si on n'a pas de contrat à temps plein, on n'a pas le droit de bénéficier du soutien d'un syndicat. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de contrat ou qui ne travaillent pas à temps plein. Et ces personnes n'ont pas le droit de s'appeler des journalistes, de se qualifier de journalistes. Il est très difficile pour l'Égypte de détenir des journalistes, mais l'Égypte est le 5e pays du monde qui détient le plus grand nombre de journalistes. On pourrait compter le nombre de journalistes qui ne sont pas qualifiés de journalistes, mais qui sont vraiment des journalistes. Si on ajoutait tous les journalistes qui n'ont pas le statut de journaliste, entre guillemets, mais qui travaillent en tant que journalistes, le nombre de ces prisonniers serait très élevé. Je connais 2 journalistes qui n'ont pas ce statut, mais qui ont été emprisonnés néanmoins. Et oui, la situation est pire que les situations sous le régime de Moubarak. Merci. Alors, j'ai une question de Dominique, je ne suis pas sûr de la comprendre, donc qui demande, peut-on écrire directement à des prisonniers d'opinion détenus à Tora
ou à Toura, donc c'est une prison dans la banlieue du Caire, ou est-ce pire? Donc j'imagine que la question c'est de savoir est-ce que c'est les mettre en danger que de leur écrire ou est-ce que ça peut être utile? Well, for me, it was, as Celine said, in the first Comme period. Céline l'a dit, c'était très difficile. La famille, notre famille a tenté la diplomatie polie. Cela n'a pas fonctionné. Mais le fait d'écrire des lettres fonctionne. Le fait de mener des manifestations fonctionne. Et cela m'a donné un sentiment de sécurité alors que j'étais en prison. Et cela a mené directement à ma libération. Mais c'est le choix des prisonniers, c'est le choix des familles des prisonniers. Parfois, les familles des prisonniers ont peur. Ils ont peur. Lorsque Céline a démarré cette campagne, juste après ma détention, les services de sécurité m'ont appelé. On m'a menacé. Et les services de sécurité m'ont dit, alors il y a des prisons dans lesquelles la situation est même pire. Donc, oui, ces policiers m'ont menacé. Et je me suis dit, alors, je suis déjà en prison, on m'a déjà détenue. Et je leur ai dit, alors, remettez-moi en liberté, sinon la campagne se poursuivra. Mais oui, il y a des personnes qui sont menacées et lorsqu'on tente de promouvoir leur libération, lorsqu'on tente de réclamer leur libération, leur situation s'aggrave. Donc oui, il faut continuer de mentionner ces personnes, mais il faut mentionner les gens qui veulent être mentionnés. Et il ne faut pas agir à l'encontre des droits de ceux qui ne veulent pas être mentionnés. Mais je connais des militants qui veulent être mentionnés, ils veulent recevoir des lettres. Et cela peut être très utile. Merci Rami pour toutes ces réponses. Merci Céline aussi. Il n'y a plus de questions dans le chat. Alors s'il n'y a plus, je ne sais pas si parmi les participants, il y a encore des questions qui sont sur le tremplin ou est-ce que le propos If I may add something. Oui, bien sûr. Pardon, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Au cours du dernier mois, j'ai reçu un message de la part d'un détenu, de la part d'un prisonnier. Ce sont ses proches qui m'ont passé le message. Cette personne se trouve dans une prison qui s'appelle Abu Dhatel. Selon cette personne, la situation est pire. Il y a entre 50 et 55 personnes dans la même cellule. Tous leurs biens ont été confisqués, leurs couvertures ont été confisquées, leur nourriture, leurs cigarettes ont été confisquées. La situation est pire, les conditions sont vraiment affreuses. Et l'usage de l'isolation, l'usage de l'isolement, est de plus en plus fréquent. Donc, la méthode de l'isolement est de plus en plus fréquente. Et cette personne m'a dit que depuis ma libération, les prisonniers ont de plus en plus d'espoir. Les prisonniers ont l'impression que leur histoire est racontée et entendue, et c'est une lueur d'espoir. Troisièmement, selon cet homme, depuis ma libération, les policiers ont commencé à s'inquiéter. Et donc, les pratiques abusives ont diminué, apparemment. Donc, ces prisonniers ont de plus en plus de droits, car les prisonniers sont de plus en plus inquiets en raison de ces rumeurs, en raison de ma libération. Donc, le fait d'élever la voix, le fait de se faire exprimer, le fait d'exposer, le fait de dévoiler ces actes atroces est très utile. Il ne faut pas se taire. Eh bien, voilà qui va nous motiver tous à lever la voix plus haut encore. Merci beaucoup. Gypso, est-ce que je te donne tu peux... Oui,
prendre la parole pour la fin. Voilà, donc encore un grand merci à Céline et à Rami d'avoir partagé leur témoignage avec nous. Merci à Olivia, Lucille et Catherine. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là. On vous donne rendez-vous au prochain Agoramnesty qui aura lieu le 12 mai à 18h30 avec Justine Lacroix. Justine Lacroix est professeure à la Faculté des sciences sociales et politiques à l'Université libre de Bruxelles. Elle a écrit entre autres Les droits humains rendent-ils idiots? Et le thème de cet Agoramnesty sera les droits humains à l'épreuve du temps présent. Voilà, encore un grand merci à tous et passez une excellente soirée. Thank you. Ich schnell das